Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaccueillir, ça se dit pas, mais on le dit quand même, Axel et Laurence. Bonjour Axel, bonjour Laurence. Bonjour. Pourquoi est-ce que Axel et Laurence sont de retour dans ce podcast ? Eh bien, parce que au travers de nos interactions professionnelles, les uns les unes avec les autres, on s'est aperçu qu'on avait un point en commun, une préoccupation en commun, un sujet de discussion et d'activité professionnelle en commun, et ça touche autour du stress et du stress en entreprise. Et on s'est dit qu'on allait peut-être travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter le résultat de ce travail, qu'on a appelé avec un nom qu'on découvrira en fin d'épisode, comme ça faut écouter tout l'épisode. Quel est le problème qu'on essaye de résoudre ? Alors, je vais donner la parole à Axel qui va nous donner une vue d'hélicoptère, une vue d'avion, de qu'est-ce qui se passe en Suisse au niveau du stress, Axel. Alors, oui, au niveau du stress, eh bien, on a des études, entre autres l'étude de Promotion Santé Suisse, qui relève chaque année depuis 2014 des indicateurs qui mettent en lumière les conséquences du stress sur la santé et la productivité au travail. Ok, mais il n'y a pas de stress en Suisse, on est des gens non. détendus. Non, les chiffres d'ailleurs non. de 2020 démontrent qu'il y a 3 personnes actives sur 10, donc 29%, qui ont plus de contraintes que de ressources au travail. C'est-à-dire que les contraintes, c'est le niveau des exigences, les objectifs à atteindre, les résultats attendus qui sont beaucoup plus élevés que les ressources à disposition, c'est-à-dire du personnel supplémentaire, des outils de travail bureautiques qui sont performants. Donc on a un décalage, la balance n'est pas équilibrée et on a en plus une charge de travail supplémentaire. Alors, c'est intéressant parce que si vous vous souvenez de l'épisode dans lequel on a parlé de risques psychosociaux et de troubles psychosociaux, moi, quelque chose que j'avais vraiment appris, c'est cette idée d'équilibre entre d'un côté ce qu'on nous demande et de l'autre côté les ressources qu'on a à disposition pour répondre à la demande. Et donc, ce que dit Axel, c'est pas que parce que j'en entends déjà certains qui disent ouais, mais bon, au boulot c'est normal, on est stressé. Oui, mais il faut avoir les ressources en face pour pouvoir gérer. Et donc, ce que dit l'étude qui est citée par Axel, c'est que 3 personnes sur 10 en Suisse ont pas les ressources. Alors, soit il y a trop de stress, soit il n'y a pas les ressources en face pour répondre. Mais en plus de cela, on a aussi un tiers des personnes actives qui sont épuisées émotionnellement. Donc, les conséquences du stress lié au travail sont pour les employés des problèmes de santé, on l'avait vu, problèmes musculo-squelettiques, problèmes cardiovasculaires, épuisement professionnel, donc burn-out, dépression et anxiété, voire jusqu'au suicide. Pour les entreprises, ça se traduit par une augmentation de l'absentéisme ou présentéisme et une perte de productivité. C'est intéressant cette idée de perte de productivité parce que je suis pas sûr que dans la tête des gens que moi je côtoie tous les jours, il y ait ce lien entre d'un côté le stress au travail, le risque psychosocial dont on entend parler et la productivité. Je suis pas sûr que les gens fassent le lien en fait. Alors qu'il est établi, et puis qu'en travaillant sur l'un, on améliore l'autre. D'ailleurs, c'est des chiffres assez élevés que Promotion Santé Suisse présente. Ils disent que le stress lié au travail coûte environ 7,6 milliards par an aux entreprises. Alors, comment ils font ce calcul ? Ils font donc la perte de productivité fois les salaires annuels. Ouais, d'accord. Bon, 7 milliards, c'est quoi ? C'est le prix de nos avions de combat à peu près, je crois. Hein, si je me trompe pas. Donc ouais. En tout cas, ça représente une partie non négligeable. Hein, si on pense au budget de la Confédération, c'est une grosse partie de ce budget-là. Donc au niveau du pays, ça a effectivement un gros impact. Et en plus, on peut imaginer que ces chiffres sont en augmentation avec le confinement, le télétravail et la crise économique post-Covid. On n'est plus tellement encore en Covid, on n'est plus post-Covid, en plein Covid, je devrais dire plutôt. Donc c'est une tendance, cette augmentation, c'est une tendance que je vois au sein de mon cabinet où j'ai plus de consultations. Ouais. Laurence, toi, de ton point de vue, comment est-ce que tu vois la situation actuellement ? Alors effectivement, on parle de stress, d'insuffisance de ressources, de contraintes.
pour moi, j'y vois clairement ici les dénominateurs communs des personnes qui consultent au sein de mon cabinet. Ces personnes viennent en pointant la surcharge de travail, l'intensité du rythme, donc des rythmes soutenus qui laissent très très peu de moments de récupération. Et donc là, on pourrait parler de contraintes, mais aussi de l'absence de ressources. On a Axel y a fait référence tout à l'heure. Donc les ressources, c'est le temps à disposition pour accomplir la tâche, c'est les moyens à disposition en termes de formation, de compétences, d'expertise, le soutien social de la part des collègues, du responsable hiérarchique, la latitude de décision, enfin tout ce qui permet en fait d'accomplir l'exigence, de répondre à l'exigence qui est au délai, à la charge de travail, etc. Et tout ça, quand le déséquilibre entre contraintes et ressources est instauré, on peut constater toute pléthore de symptômes physiques, cognitifs, émotionnels. Ouais, c'est intéressant parce que du coup on voit avec la pandémie, on a cette espèce de pas carcan, c'est pas le bon mot, d'entourage social qu'on a au boulot, la machine à café, le machin, enfin on se voit, on se croise, on voit des gens. Ceux qui sont en télétravail, il y a plus ça, donc ça peut être déjà une des composantes ressources qui tombe. On peut imaginer aussi le stress de vivre, je sais pas, on peut imaginer 3 personnes qui vivent dans ou 4 personnes qui vivent dans un 3 pièces, dans un appartement, on est les uns sur les autres. Avant, on pouvait sortir, donc quelque part, il y a un équilibre à ce niveau-là. Donc, toutes ces choses-là vont effectivement augmenter le risque qu'il y ait un problème. En plus, les licenciements dans certains secteurs. Donc, effectivement, cette pandémie simplifie pas les choses en termes de risques psychosociaux et du coup en termes de troubles psychosociaux. Et alors, c'est ce qui fait en fait que on a décidé de proposer quelque chose, de faire quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de nos approches, on combinait trois points de vue différents en termes de résolution ou en termes d'intervention par rapport à ces risques et ces troubles psychosociaux. Axel, au niveau du soutien à l'individu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est déjà de l'aider à comprendre ce qui lui arrive à l'individu. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi ça fonctionne plus ? Pourquoi je ne fonctionne plus ? J'ai envie de dire. Comment prendre soin de soi pour ne pas continuer dans ce sens-là, mettre en place un plan d'action et ainsi que l'apprentissage, la gestion de sa santé au travail. Alors, ça passe, comme on l'a dit, qu'on analyse des facteurs de risque à la base du stress. En élaborant également un plan d'action pour sortir du stress. Donc, on va se concentrer sur la qualité du sommeil, sur les décharges de stress, sur les sas de décompression entre le travail et la vie privée, en mettant aussi des espaces de temps pour soi, d'être bien entouré. Laurence avait parlé d'entourage social, d'avoir des garde-fous. Quels sont les garde-fous quand je commence à fonctionner comme ça? Alors attention, c'est que je ne vais pas dans la bonne direction et que je dois mettre quelque chose en place pour stopper. Et aussi de regarder quels sont mes besoins, de faire attention à mes besoins et pas toujours répondre aux besoins des autres. Et il y a également en monitorant sa santé au travail, donc prendre rendez-vous avec soi régulièrement et avoir une checklist des mesures à contrôler pour voir ok, là j'en suis où, comment je suis physiquement, quel est le niveau de projet que j'ai, est-ce que j'arrive à les gérer, est-ce que j'ai augmenté mes heures supplémentaires, des choses comme ça, et avoir des signaux d'alerte personnelle. Alors c'est bien au niveau de l'individu que vous travaillez là. D'ailleurs, Laurence et Axel dans votre cabinet de spécialisé, et donc les gens viennent vous voir pour ça, et on se disait mais quelque part il doit y avoir collaboration ou équilibre, puisque ce serait un peu facile finalement pour l'entreprise de dire oui c'est le collaborateur qui fait un burn-out. Alors comment dire ça ? Oui, c'est bien le collaborateur ou la collaboratrice qui fait le burn-out, mais dans la résolution du burn-out, il y a une partie de l'entreprise, et on peut imaginer par exemple des entreprises dans lesquelles j'interviens qui ont une culture hyper poussé du micromanagement. Ça micromanage dans tous les coins, tout le monde contrôle tout le monde surveille tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en psychologie pour comprendre que c'est hyper stressant pour la personne
et du coup que ça va générer un RPS ou des RPS, des risques, et derrière, pour peu qu'il y ait un déséquilibre qui s'annonce, un trouble qui peut aller justement jusqu'au burn-out ou plus malheureusement encore. Il y a d'autres types de cultures, au niveau de l'entreprise, au niveau des pratiques de l'entreprise, des pratiques managériales. Alors tout ça, moi je mets sous le chapeau de la culture d'entreprise, qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre. Alors oui, vous me direz 80% des collaborateurs le vivent bien, mais est-ce qu'on est tant sûr que ça qu'ils le vivent bien? Alors, ils font pas le burn-out, ils disent rien, mais est-ce que c'est pour autant que ça se passe bien? Et nous, on s'est dit, il faut qu'on aide les entreprises à se rendre compte de ce qui se passe vraiment, puisque ni en tant que directeur, ni en tant que RH, ni même en tant que cadre, on est dans la tête des gens pour savoir, ou dans le cœur des gens pour savoir comment ils vivent les choses. Alors du coup, ça tombe bien parce que Laurence, je crois que Promotion Santé Suisse nous aide à faire ce diagnostic. Effectivement, Promotion Santé Suisse nous met à disposition un outil qu'on appelle le Job Stress Analysis, qui est un baromètre du stress, donc qui est un instrument vraiment destiné aux organisations de tout type. Ce questionnaire, effectivement, il est accessible en ligne, il offre une solution vraiment très très simple pour mesurer dans le détail le stress au sein de l'organisation. Un peu plus précisément que le stress, je dirais qu'il permet de récolter des données sur les contraintes et les ressources telles qu'elles sont perçues subjectivement par les collaborateurs, mais aussi des données sur l'état de santé et l'état d'esprit des collaborateurs à un moment donné. Donc, grâce à cet instrument, on peut vraiment réaliser une sorte de photographie, un état des lieux à un moment donné, photographie qu'on peut refaire peut-être 2 ans après, suite aux mesures que l'on aura prises sur la base du diagnostic. C'est intéressant parce que cet outil, il est facile d'utilisation. Il nous livre des résultats qui sont générés vraiment automatiquement au niveau d'une équipe, d'un département ou de l'entreprise dans son ensemble. Et puis, il faut aussi savoir que toute personne qui répond à ce questionnaire reçoit très rapidement un résultat, qui est assorti de conseils sur la gestion du stress. Donc, instantanément, on remplit, on passe le sondage et ensuite on obtient un rapport très rapidement sur sa situation personnelle au niveau du stress. Voilà, donc on peut réunir des données qui sont longitudinales, comme je le dis, on peut réitérer cette photographie à un autre moment dans le temps pour comparer les deux photographies. Et puis, on a aussi une situation de l'organisation par rapport à d'autres organisations. Donc, on est vraiment sur une idée de benchmark avec d'autres entreprises au niveau suisse. Et puis, une photographie des ressources internes à l'entreprise qu'on va pouvoir ensuite mobiliser dans la gestion du stress. Et ça, c'est excellent. Et c'est ce qu'on cherchait, en fait. C'est un outil qui aide les entreprises à prendre de bonnes décisions en termes de santé au travail. Et c'est important de le faire puisque on a vu c'est lié à la productivité directement, autant que la modernité d'une machine ou la mise en place d'une procédure qualité. Nous, on croit beaucoup plus. Nous, on croit encore beaucoup plus que ça, mais on imagine que si une entreprise décide de faire la photo à l'instant T, de travailler avec nous sur la mise en place d'un certain nombre de choses, mesurer une année après, on est assez convaincu que les résultats seront probants et puis que les gens iront mieux et puis qu'ils seront plus productifs. Et je pense pas que c'est hyper compliqué ni de faire le diagnostic, ni les mesures à prendre sont pas nécessairement compliquées, nécessairement difficiles. Ça peut être peut-être préciser certaines choses ou peut-être changer une ou deux pratiques. C'est pas nécessaire d'aller hyper à fond dans des concepts hyper compliqués de mise en place. Alors du coup, non, c'est absolument. L'expérience montre que ce sont pas toujours les mesures les plus coûteuses qui ont l'effet le plus important. Non, tout à fait. Ouais. Alors nous, on a décidé. Alors on a mis un moment avant de trouver le nom du produit, du projet, du service. Bon, alors on l'a appelé Aflo. Pourquoi Aflo? Parce que on aime les jeux de mots chez nous entre Laurence, Axel et moi. Et donc Aflo, c'est un jeu de mots. Aflo pour être à flot comme le bateau qui navigue finalement et qui a pas des fuites d'eau partout et qui risque de couler, comme l'entreprise qui risque de couler si elle gère pas bien son stress organisationnel, mais aussi flow parce que c'est un concept en psychologie qui est très important, qui est très intéressant au niveau de l'individu et qu'on s'imaginait généraliser au niveau de l'entreprise. Laurence, le flow au niveau individuel, c'est quoi?
Alors le flow, on le traduit parfois par état de grâce ou état d'absorption totale. Hein. Ça, c'est un auteur, Csikszentmihalyi, hein, excusez-moi pour la prononciation. Hein. Donc un état vraiment totalement centré sur la motivation, vraiment une immersion totale dans la tâche qui représente une sorte d'expérience suprême où notre perception du temps est complètement modifiée, on ne voit pas le temps passer, on est complètement absorbé et en plus on a toutes les compétences pour réaliser la tâche qui nous attend. Donc il y a une sorte d'adéquation quasi parfaite comme ça entre les compétences à disposition et l'exigence de la tâche. On est hyper concentré et c'est très 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 agréable, très ressourçant comme état. Il y a vraiment une perte du sentiment de conscience de soi. Donc on n'est plus en train de se concentrer sur une partie du corps qui fait mal ou sur ce qu'on aurait dû faire par le passé ou sur ce qui nous attend dans le futur. On est vraiment ici et maintenant pris dans l'instant présent. Et ça, c'est hyper important. C'est marrant parce que c'est le contraire de la pleine conscience, mais c'est tout aussi gratifiant en fait. C'est aussi un état qui est positif hein, pour les gens. Et donc vous voyez en écoutant ce que dit Laurence, on voit bien comme c'est extensible. Ce serait super si c'était extensible au niveau de l'entreprise. Imaginez une entreprise avec des collaborateurs qui sont tous en état de flow permanent quand ils bossent. Je sais pas si vous imaginez cette boîte quoi. Ce serait le bonheur d'y vivre, d'y travailler. La productivité atteindrait des sommets jamais égalés. C'est 2 fois l'Everest. Donc, alors vous les voyez pas, elles sont en train de sourire les deux parce qu'elles se disent, ouais, il est un peu, comment ce qu'on dit, utopiste. Mais moi, j'y crois honnêtement. Moi, j'y crois et c'est pour ça qu'on propose ça. Donc, le flow au niveau individuel et nous, on se dit, il faut qu'on essaye d'aider les entreprises à atteindre ce niveau de flow globalement. Alors, pourquoi nous trois? Qu'est-ce qu'on amène en fait Alors au niveau marketing, on dira 3 expertises, une approche commune à flow. Mais tout à fait sérieusement, Axel, qu'est-ce que tu mets dans la corbeille, dans le sac à Alors, ce que dos? je mets dans le sac à dos, il y a ma vie, j'ai envie de dire, une formation en psychologie du travail. J'ai travaillé dans des multinationales, dans l'administration, dans des grandes entreprises suisses et également dans des PME. Donc, vraiment une palette de toutes les entreprises, types d'entreprises présentes en Suisse. Une formation en coaching au niveau PCC, donc Professional Certified Coach. Une formation en burn-out avec Catherine Vazet. Un intérêt pour la psychologie positive également, hein, donc le flow fait partie, est utilisé en psychologie positive. Un intérêt pour la thérapie existentielle ainsi que la Gestalt. Et voilà, j'exerce actuellement dans mon cabinet privé où j'accueille les gens qui ont du mal au travail. Et l'idée, c'est d'écouter, de comprendre, d'analyser, de chercher, de développer d'autres manières de faire pour les gens qui viennent me consulter, de changer de perspective aussi, hein, d'avoir une prise de conscience pour pouvoir changer de perspective et d'inventer ses propres stratégies. En résumé, c'est faire et être son changement. Joli, joli. Merci, Axel. Laurence, qu'est-ce que tu mets dans la corbeille? Je dirais avant tout ma passion, mon intérêt pour tout ce qui se joue à l'interface d'un individu avec sa sphère professionnelle. Mon intérêt aussi pour le burn-out et sa compréhension. Le burn-out comme un mal qui touche notre société actuelle, je dirais, en termes de perte de sens, de travail empêché, mon expérience aussi dans l'accompagnement de ces personnes qui cherchent à se reconnecter à elles-mêmes, hein, des personnes qui se sont égarées, qui souffrent énormément, qui doivent déconstruire ou reconstruire. Et puis, oui, mon bagage de psychologue du travail, ma formation aussi en thérapie cognitive et comportementale, hein, c'est un peu là où je puise mes outils pour l'accompagnement. Et puis tout dernièrement, ma formation en médiation, vraiment un domaine qui me passionne. Hein. Vous avez deux individus qui arrivent comme ça dans une salle et qui ne parviennent plus à se saluer. Et puis après quelques séances, on sent qu'on a pu détricoter pour enfin finalement rétablir le lien. Et ça, c'est juste magnifique.
La médiation transformative. Travailler sur le lien. Magnifique, exactement. Et on peut imaginer d'ailleurs à Flow comme étant aussi une espèce de médiation entre une entreprise qui, malgré elle, génère du stress, parce que c'est la vie, c'est comme ça, et un individu qui travaille dans cette organisation, et on devrait pouvoir imaginer médier la relation entre ces deux pour que ça soit profitable aux deux, en fait. Hein. Donc, alors moi, malheureusement, dans la corbeille, j'ai pas tout ce que ces deux dames ont à y mettre. Moi, je suis le consultant de la bande. Moi, je suis la personne qui consulte. Alors moi, j'ai un autre background dont on parlera une autre fois, mais effectivement, je fais de la formation et puis du coaching. Donc, je vois aussi cette souffrance qu'ont les gens. Et puis, quand on parle de souffrance, moi, je m'imaginais avant de connaître un peu le domaine que c'est des personnes qui à la limite qui se plaignaient ou qui étaient pas positifs par rapport à leur boulot. C'est l'exact opposé. C'est des gens qui sont hyper volontaires, qui aimeraient y retourner quelque part. C'est comme le soldat qui veut retourner au front alors qu'il est blessé. Il y a un peu cette idée c'est les gens, encore une fois, qui font le burn-out, c'est pas des gens qui sont mous du genou et pas intéressés par leur job. C'est les autres qui font les burn-out. Donc il y a cette idée d'aider ces gens-là à faire ce qu'ils ont envie de faire et puis leur donner les moyens d'y arriver. Donc voilà nos trois, en quelques mots, nos trois profils. Alors pourquoi est-ce que vous devriez entrer vous dans la démarche? Vous qui écoutez, vous êtes RH, vous êtes dirigeant, vous êtes cadre, vous êtes collaborateur. Qu'est-ce qui ferait que vous ou votre organisation devriez entrer dans cette démarche? Est-ce qu'il faut attendre le burn-out, mesdames? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire quelque chose avant? Ouais, je veux dire non, évidemment. C'est parce qu'on a envie. Enfin, le but ultime, moi, ce serait de pouvoir fermer mon cabinet parce qu'il y a plus de souffrance au travail. Hein. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est plutôt s'axer sur la prévention, hein, donc au sein des entreprises, pour que les gens n'aient pas à venir me voir, que je sois au chômage technique, pas au chômage tout court. Ouais. En fait, on suit la branche sur laquelle on est assis, finalement. Complètement. Mais on aime ça. On est là pour ça. Nous, après, on vivra de l'aumône et puis ça ira très bien aussi. Mais oui, c'est vrai que posez-vous la question. Si dans votre équipe, dans votre département, il y a quelqu'un qui a fait un burn-out, posez-vous la question de savoir. On en a parlé pendant cet épisode et pendant l'épisode sur les risques psychosociaux. Est-ce que ça me touche personnellement? Est-ce que ça touche ma manière de faire au travail? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Est-ce que l'équipe dans laquelle je travaille, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment pour moins être générateur de stress? Et si vous posez ces questions, ce serait une des manières d'entrer dans la démarche. On vous aiderait, nous, en fait, à réfléchir à la réponse à ces questions, en sachant que vraisemblablement, il y a des choses à faire. Laurence, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans notre démarche, à ton avis? Moi, j'ai presque envie de prendre le contre-pied et puis faire référence à la notion de psychologie positive que mentionnait tout à l'heure Axel. On a aussi l'opportunité d'entrer dans une telle démarche quand j'ai envie de dire tout va bien ou quand ça va bien, pour modéliser en fait ce qui va bien, parce que on en a marre de se pencher sur ce qui va pas. Mais quand ça va bien, on peut aussi valoriser pour maintenir, pour rendre cet état de bien-être ou de ce fonctionnement, pour le rendre pérenne et puis faire une photographie pour justement pointer les ressources et puis s'axer sur les indicateurs de santé. Voilà, quand l'organisation est en équilibre, quand les individus sont en équilibre, ils ont un certain mode de fonctionnement, ils mobilisent certaines ressources. Et c'est intéressant de voir que dès lors que l'on se départit de ces indicateurs, on risque d'altérer son fonctionnement et puis, mais ne pas attendre les signaux d'alerte, mais de plutôt faire une photographie de ce qui fonctionne bien. Ça, c'est aussi une autre manière d'entrer dans la démarche. Voilà. Et je suis super content que tu l'aies dit, parce que le fait de faire la photographie va permettre, comme tu l'as dit, de modéliser, de prendre conscience, de mettre des mots sur des pratiques, et ça pérennise. Ça permet, quand l'entreprise aura des difficultés, quand il y aura, le stress va augmenter, parce que le marché, parce que les concurrents, ça permettra à votre entreprise, d'être plus solide. Je prenais le bateau. On peut imaginer le bateau qui navigue, qui a pas de trou dans la cale. On va consolider le mât, on va construire, je sais pas je suis pas navigateur, ça se voit d'ailleurs, ça s'entend aussi. Mais on va solidifier l'embarcation pour que, en cas de tempête, elle se comporte bien
et elle ne coule pas l'ensemble des matelots qui sont à bord. Donc effectivement, je pense que cette idée de psychologie positive, d'où l'idée on l'appelle pas A-Stress, notre truc, on l'appelle pas ARPS, on l'appelle A-Flow parce que on veut le flow, on veut quelque chose qui coule, on veut quelque chose qui soit génial et motivant et productif pour tout le monde. Donc alors pourquoi entrer dans la démarche? Je crois que vous avez la réponse. Comment le faire? C'est très simple. Vous pouvez simplement nous appeler. Oui, Axel. alors vous pouvez m'appeler, nous appeler, enfin moi personnellement au 079 394 14 25. Mais je suis pas toute seule, hein, il y a Vincent et Laurence. Voilà, Laurence, comment est-ce qu'on peut t'appeler si on a envie de parler de A-Flow? 079 637 95 26. Voilà, et moi, vous pouvez m'appeler au 079 748 28 32. Vous pouvez commenter ce podcast sur LinkedIn ou par message direct ou privé si vous n'avez pas envie que ça se sache, ce qui est compréhensible aussi. Contactez-nous et on se fera un plaisir de venir discuter avec vous, sans engagement évidemment, pour voir quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe, et puis d'entrer en contact après pour voir quelle est la marche à suivre s'il y en a une. Merci beaucoup Axel et Laurence d'avoir participé à cet épisode. On est très contents, c'est notre bébé qui naît, donc qui c'est qui donne le bain, je sais pas encore, mais en général c'est le papa. Alors bon voilà, il y a 2 mamans et un papa, c'est beau, hein. Et donc merci d'avoir participé, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt, ciao.